Je m'appelle Noémie Tano, j'ai 35 ans, je me suis installée en 2020 comme vigneronne au château Saint-Ferdinand à Lussac-Saint-Émilion. Je suis installée sur 6 hectares de vignes et je peux produire environ 40 000 bouteilles les années où tout se passe bien. Je suis Émilie Dudon, j'ai 45 ans, je suis originaire de Normandie, je vis sur la Gironde depuis 20 ans. Je suis éleveuse de volailles depuis 2015. La principale difficulté que j'ai eue, moi, c'est de réorienter mes circuits de commercialisation, puisque à la base, j'avais prévu de vendre une partie en gros. Et finalement, au vu du contexte économique, ça n'a pas pu se faire. Donc, il a fallu que je vende beaucoup plus en direct aux particuliers et donc axer ma stratégie de commercialisation sur ce mode de fonctionnement-là. Je ne suis pas issue du monde agricole. Par conséquent, il a été difficile de trouver un lieu d'exploitation, de faire construire un bâtiment et de faire construire une habitation. Donc pour surmonter ces difficultés, je me suis fait accompagner par un conseiller en commerce qui m'a aidé à monter ma stratégie commerciale. Et tous les mois, en fait, je fais un reporting de mes actions commerciales et aussi un prévisionnel de voir où on va, comment ça on fait. Et pour ça aussi, j'ai élaboré en termes de stratégie une diversification de la gamme. Donc aujourd'hui, je vais avoir 8 vins différents. On a bossé chaque jour, et à chaque jour suffit sa peine et du coup ça a été un petit travail quotidien. D'abord vendre la volaille en vente directe, puis monter les projets. On a été particulièrement accompagnés et on a choisi de payer des gens pour nous accompagner. C'était une grosse partie du projet. Serre France, Crédit Agricole nous ont aidés bien sûr, mais après on a eu des gens qui nous ont cherché les subventions. On a eu également des gens dans notre entourage proche qui nous ont aidés. On le referait bien sûr. Foncez les gars. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Sylvie, comment est-ce qu'on s'installe? Quels sont les éléments pour maîtriser son installation? Alors, comment on s'installe? Tout simplement, il faut avoir un projet, et ce projet, je pense que dès le départ, il faut anticiper tout ce qui peut l'être. Donc c'est un grand mot, surtout quand on connaît les 2 dernières années. C'est compliqué d'anticiper la guerre en Ukraine, la crise sanitaire. Voilà, là, la situation économique et financière, tout ça c'est compliqué. Mais l'idée c'est quand même d'essayer de cerner au maximum tout ce qui va graviter autour de vous. Et je trouve que le diagnostic préinstallation, donc ce dont on a parlé ce matin, en fait ça permet de faire le point sur toutes les démarches que vous aurez à faire, mais également de cibler les avantages, mais aussi les inconvénients de votre projet. Et en ciblant les inconvénients, en soulevant des interrogations, on n'aura pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, on saura vous orienter vers des personnes ressources. Je m'explique, quelqu'un qui veut s'installer en irrigation, il doit nécessairement faire le point sur l'eau, puisqu'il en aura obligatoirement besoin. Donc, on l'orientera vers le service irrigation de la Chambre d'agriculture. Quelqu'un qui ne sait pas comment s'installer, on demandera d'aller voir un conseiller juridique. Voilà, en tout cas, on essaiera de vous orienter vers toutes les personnes ressources et ça, c'est important de bien s'entourer dès le départ. Un des points également quand on veut s'installer, c'est de convaincre la banque. Donc pour convaincre la banque, il faut bien travailler son prévisionnel, ses chiffres. Et au-delà de travailler ces chiffres, on ne va pas avoir de doute sur vos capacités à produire, mais plutôt vos capacités à commercialiser. En fait, ce n'est pas parce qu'on sait produire que l'on sait forcément à qui on va vendre et à quel prix on va vendre. Et tout ce travail, en fait, il faut le faire dès le départ. Et justement, c'est un petit peu notre rôle en tant que conseiller de travailler tout ça lorsqu'on va voir la banque, présenter un dossier qui soit viable et aussi vivable. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pense qu'il est important aussi, lorsque vous avez votre projet, d'aller démarcher les acteurs autour de chez vous, les acteurs du territoire. C'est plus simple en fait qu'ils aient connaissance de votre projet plutôt que de se mettre des gens à dos. Donc ça me semble également important. Donc travailler la commercialisation, ça on l'a dit, il faut vraiment que ça soit fait, qu'il y ait notamment, si possible, une étude de marché,
surtout lorsque les activités sont atypiques. Quand le marché est connu, c'est facile, mais dès qu'il s'agit d'une activité atypique, il faut savoir quels sont ses concurrents, quel prix on va pratiquer. Un autre point également, je dirais, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès des assurances, que ce soit les assurances récoltes par rapport à tous les aléas que l'on peut avoir ces derniers temps, mais aussi les assurances que j'appelle hommes-clés. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul sur votre exploitation, demain il vous arrive quelque chose, vous cassez une jambe, qui vous remplace? Tout ça, il faut le réfléchir dès le départ. C'est pas le jour où on est devant le fait accompli qu'on pourra savoir comment on va faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit. Il y a beaucoup de choses, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, déjà, si vous anticipez tous ces points-là, on pourra déjà avoir votre motivation aussi, votre persévérance, il va en falloir. Hein, on a de beaux témoignages. Voilà, la persévérance, je crois que c'est aussi le mot, un des plus importants pour l'installation. Merci Sylvie. Alors moi, en tant que JA, je fais partie de la CDOA, de la Commission départementale d'orientation agricole, où on valide les dossiers, où sont validés du moins les dossiers à l'installation pour l'obtention de la TGA notamment, mais aussi d'autres sujets sur les concurrents sur le foncier, des choses comme ça. Et c'est vrai que depuis que j'y siège, j'ai remarqué qu'il y a de très peu ou de moins en moins d'installations qui sont autofinancées, que ce soit en cadre familial ou hors cadre familial. Et donc bien souvent, il faut faire appel à la banque. C'est pour ça qu'il nous a semblé important qu'il y ait un représentant du monde bancaire sur cette table ronde. Du coup, Eric, qu'est-ce que la banque peut exiger du porteur de projet? Alors, le mot exiger, il est dur, mais on comprend le ressenti que vous pouvez avoir face à nos questions lorsque vous nous rencontrez. Donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez vivre de votre activité, de la production que vous avez envisagée, en gros, vivre de votre métier. Donc, s'il faut retenir un élément, ce que l'on souhaite fortement, c'est que, et on l'a vu ce matin, c'était très bien expliqué dans les scénettes, on a besoin que le projet soit viable économiquement et soit vivable. Donc c'est ce que tu disais, Sylvie. Alors c'est quoi un projet viable économiquement? Voilà, c'était une des questions qu'il y avait ce matin, mais c'est le BE, le revenu qui doit permettre de rembourser les annuités au prélèvement, et on ne porte pas de jugement sur les prélèvements, et puis une marge de sécurité. Et vivable, mais vivable, c'est comment votre projet va s'instaurer dans la vie, dans votre vie familiale. Certains sont célibataires, se marieront, d'autres sont en couple, vous avez des enfants, donc comment vous allez pouvoir vous organiser? Et donc c'est ça la vivabilité d'un projet. On vous demandera aussi d'avoir, parce que bon, vous aurez certains auront de l'expérience, d'autres n'en auront pas, on essaiera de savoir comment vous avez eu cette expérience, et puis on essaiera de voir avec vous comment vous pouvez acquérir de l'expérience supplémentaire ou carrément de l'expérience. Vous avez tout un tas de partenaires qui peuvent vous accompagner. C'est l'avantage de l'agriculture et de l'agriculture, c'est la catégorie socio-professionnelle, la seule qui est autant entourée, les centres de gestion, les collectivités, la SAFER, les coopératives, voilà, et puis bon, bien sûr la banque. Moi, hier, j'étais au lycée de la Mer, à Gujan, et je disais, s'installer en ostréiculture, c'est d'abord devenir chef d'entreprise. Être dans l'agriculture, c'est aussi être chef d'exploitation. Donc, vous aurez des responsabilités vis-à-vis de partenaires, ou donc les fournisseurs, vos clients, les créanciers, les financeurs, voilà, et vous aurez aussi vous allez avoir peut-être du personnel, et vous aurez aussi besoin d'avoir une posture managériale, et donc parce que la relation humaine, c'est pas évident. Donc c'est tout ça qu'on essaye de voir avec vous, et on est tous là pour vous accompagner et pour que tout se passe le mieux possible. Du coup, si j'ai une question
en euros maintenant. Comment se finance une installation et combien peut emprunter un JA? Alors, une installation, alors, il y a le financement bancaire, hein, bien entendu, mais pas que. Il existe le crédit vendeur, c'est le vendeur qui va faire la banque. Il peut y avoir aussi un prêt familial, la famille qui a envie de vous aider. Vous pouvez aussi avoir de l'autofinancement. D'ailleurs, on en voit dans des projets. Et puis il existe des programmes particuliers. Le portage via la SAFER. C'est la SAFER qui va acquérir le foncier et qui va vous le mettre à disposition. Et au bout d'un certain nombre d'années, vous pourrez le racheter. Donc ça, c'est aussi un moyen de financement. On l'a vu ce matin lorsque les coopératives l'indiquaient. Elles sont là aussi pour vous accompagner dans les avances, notamment les avances de la première année. Donc ça aussi c'est important. Vous avez les CUMA. Les CUMA sont aussi vous aident dans une installation puisque vous n'avez pas besoin d'acquérir le matériel. Là il vous est mis en gros en petite location. Et puis à la marge, il y a aussi tout ce qu'on appelle le financement participatif. Alors c'est minoritaire, c'est peut-être marginal, mais vous avez des amis, de la famille qui ont envie de vous aider, et ça peut être aussi ça. Alors en termes de montant maintenant, mais il n'y a pas de réel montant. Moi je me suis vu ne pas donner suite à un financement pour 20 000 euros, et puis d'un autre côté on va pouvoir accompagner un financement à 400 500 000 euros. Alors pourquoi cette différence? Tout simplement ce sont les curseurs. Les curseurs, c'est la production que vous avez choisie, c'est le type de commercialisation, c'est aussi les charges liées à votre production. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Merci. Donc comme on vient de le voir, la commercialisation, ou en tout cas le débouché de ce qu'on va produire est somme toute assez important, et c'est même l'élément clé de ce qu'on va produire, parce que c'est bien beau de produire. Et si personne n'achète, ça ne se vendra jamais. Émilie, et puis après Noémie, par rapport à votre projet initial, comment avez-vous bâti votre commercialisation et est-ce qu'elle a évolué par rapport au projet initial? Alors nous, on est d'anciens commerçants en alimentaire, mon mari et moi. Donc naturellement, on s'est dirigé directement vers la vente directe. On avait commencé d'abord par commercialiser avant de produire, puisqu'on était... Quand on a monté cette exploitation agricole, on n'avait rien. Rien. Une boule de foin, un vieux bâtiment et un mobil-home. Donc on a commencé à vendre des poules pondeuses de réforme pour après acheter une rôtissoire, et de cette rôtissoire on a commencé à avancer et à commencer à produire quelques poulets qu'on allait faire abattre. Donc la vente directe naturellement, puisqu'on savait bien qu'en vendant à des bouchers ou des restaurateurs, de toute manière on n'aurait pas suffisamment de marge pour pouvoir grandir au fur et à mesure. Aujourd'hui la donne est différente puisqu'on s'intègre dans un projet de rentrer en restauration collective. On a la loi Egalim qui nous y autorise largement, qui va nous permettre de lancer une gamme complète mais avec la qualité identique à celle de notre vente directe. Donc voilà, on évolue au fur et à mesure de nos années d'expérience. Noémie. Oui, donc effectivement, alors moi quand j'ai préparé mon projet d'installation, c'était en 2019. Donc je savais que le contexte était déjà un peu compliqué au niveau du monde du vin, mais bon, voilà, je pense que je voyais ça un petit peu de loin. Et effectivement, dans mon prévisionnel, j'avais prévu de vendre un bon tiers au négoce. Et le reste, de le vendre en bouteille au fur et à mesure. Et après, pour avoir beaucoup parlé du réseau, j'ai beaucoup échangé en fait avec les différents vignerons que j'avais autour dans le secteur, etc., en chez particulier, pour voir comment ils vendaient leur production. Et il m'avait dit, tu sais, c'est quand même difficile à vendre, donc fais peut-être au début une petite mise en bouteille pour pas engager trop de frais, en tout cas au départ, et puis au fur et à mesure, tu augmenteras ta production de vente directe en bouteille.
J'ai fait une première mise de 3000 bouteilles. Je me disais, c'est vraiment ridicule, 3000 bouteilles, mais ça va me tenir une année, quoi. Le temps que, moi pareil, je partais vraiment de rien du tout, hein. J'avais zéro, j'ai pas pris de fichier client, donc j'avais tout à développer. Ma famille aime bien le vin, mais bon, de là à leur vendre les 3000 quilles, ça faisait quand même beaucoup. Et voilà, donc première porte ouverte, j'ai fait ma mise 15 jours avant, voilà, donc je me disais, le vin en plus il est vraiment, j'ai juste de le mettre en bouteille, ça va être la cata, les gens vont le trouver dégueu, voilà, donc j'ai vraiment la grosse inquiétude. Et puis en fait, ces 3000 bouteilles, je les ai vendues en 15 jours. Donc là, je me suis dit, bon, bah, du coup, visiblement, mon projet a l'air de plaire quand même et de faire sens pour les gens. Après, c'est sûr que j'ai cette facilité de communication. Je me suis mis aux réseaux sociaux hein, parce que j'étais pas du tout réseau. J'avais même pas Instagram, je savais pas ce que c'était, ça me gonflait avant. Maintenant, mes copains se fichent un peu de moi parce que j'y suis tous les jours, je pense. Mais voilà, ce qui est important, c'est de se faire voir. Parce que personne ne vous attend, malheureusement. Et tant qu'on parle de nous, on existe. Alors ça peut être en bien ou en mal. Il y a des choix que j'ai faits sur mon exploitation où je me dis des fois, je pense que j'ai les oreilles qui sifflent un peu de la part soit du voisinage ou soit de mon entourage. Mais ça ne m'empêche pas d'aller de l'avant. Et effectivement, c'est aussi ça qui m'a poussée à me dire, finalement, ça fait sens. Les gens ont l'air d'aimer mon vin, j'ai l'air de réussir à le vendre, donc je vais faire une grosse mise en bouteille et ça pour le coup c'est ma banque qui m'a vraiment accompagnée et soutenue dans ce projet parce qu'il a fallu faire l'avance de trésorerie que j'avais pas forcément prévu en fait au démarrage pour tout ce qui était fourniture de matières sèches, les bouteilles, les bouchons, etc. Mine de rien c'est un coût quand même qui est non négligeable. Et voilà, et donc du coup je me suis lancée là-dedans, donc je fais des salons, je fais de la vente sur la propriété avec le développement de l'œnotourisme, je participe à divers événements, des portes ouvertes, je me déplace, je fais des ateliers dégustation à domicile, donc c'est sûr que par contre en termes de vie de famille entre guillemets, parce que j'ai 2 petites filles, un mari aussi heureusement qui est très présent avec moi, qui travaille dans un autre domaine mais qui est très présent malgré tout, et donc du coup il fallait que j'arrive à jongler, donc on va dire qu'entre les vendanges, entre fin août et fin décembre, on n'a pas un seul week-end en fait à la maison, donc parce qu'on est sur salon, sur le marché de Noël, etc. Ça, je ne l'imaginais pas vraiment, pour être tout à fait honnête, avant. Donc, à la fois, c'est une grande force parce que j'ai pas, il faut y aller, donc j'ai pas tellement d'autres choix que de me faire connaître, donc faut foncer. Donc, j'y suis, je suis présente. Je me dis que peut-être, à force de me constituer ce fichier client, je vais réussir à un moment donné peut-être à avoir cette rotation de clientèle qui va me permettre de lever un peu le pied sur quelques salons. Mais voilà, c'est à la fois une grande force de foncer, d'aller de l'avant. En même temps, ça peut être une faiblesse aussi dans son équilibre personnel. Donc il faut vraiment bien penser à tout ça. Je le dis d'autant plus que je n'y avais pas pensé. Voilà, donc voilà. T'avais pas prévu les imprévus? Non. Et en parlant d'imprévus, Émilie, comment, quand la grippe aviaire s'est invitée aussi dans ton projet, je crois que la réglementation aussi, est-ce que tu peux nous dire un mot, comment tu as jonglé sur la réglementation? Nous, c'est presque une chance parce qu'on a créé l'exploitation l'année de la première grippe aviaire 2016. Du coup, on avait déjà créé ce qu'on appelle la bande unique, donc c'est un même animal, un même âge. On avait déjà une idée que la maison ne serait pas au cœur de l'élevage. On avait déjà l'idée que le bâtiment de transformation ne serait pas dans l'élevage non plus. On avait déjà l'idée qu'on voulait un accès différencié entre le magasin et l'élevage. Du coup, contrairement à beaucoup de nos confrères, on a eu énormément de chance par rapport à ça sur la création de l'entreprise. Après, effectivement, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué de vivre pendant, cette année, depuis novembre, on est confinés. Donc nous, on se bouffe du Covid pour les volailles tous les ans, quoi. Donc on a presque, ce matin, je disais à un client, non mais c'est bon, les poules pondeuses ont eu leur passe sanitaire, on peut les vendre. C'était horrible, mais c'est une réalité, c'est une activité particulière avec des restrictions et avec
Oui, on a les contrôles sanitaires, on a un veto sanitaire régulièrement. On fait avec de toute façon parce que moi, mon entreprise est née avec ça. Donc je fais avec. Et puis de toute façon, vous aurez tous des contraintes diverses et variées dans vos activités. Donc celle-ci est une à prendre en considération et point final. Merci. Du coup, on a bien vu que la commercialisation, bon, c'était la clé, enfin en tout cas le débouché, c'est la clé de la production. Il y a tous les aspects réglementaires, on ne va pas revenir sur l'aspect réglementaire en ligne qui est très, très compliqué quand on produit de l'alcool. Mais il y a aussi un autre point que... Je peux dire un truc. Tu veux dire un mot? Vas-y, dis un mot. Juste pour vous faire un petit mot là-dessus, c'est qu'en fait, pareil, hein, j'imaginais pas toute la charge de travail qu'il y avait en termes d'administratif. Et donc on dit toujours nul n'est censé ignorer la loi. Donc vous êtes censé, quand vous vous installez, connaître toutes les démarches à faire pour vendre votre production. Donc du coup, c'est vraiment, je pense, primordial pour vous, dès que vous démarrez, de contacter voilà, soit les syndicats, les interprofessions, tous ceux qui peuvent vous aider là-dessus, mais pour demander les douanes pour le vin, pour demander tout ce que vous devez faire et vous êtes obligé de faire. Voilà, c'est vraiment, n'oubliez pas ça, quoi, parce que vous pouvez avoir des surprises, on vous dira, il n'y aura jamais quelqu'un qui viendra toquer tous les mois à la porte en vous disant rappelle-toi, il faut que tu fasses ta déclaration de stock. Voilà, non, il faut se débrouiller tout seul pour comprendre le dispositif qui n'est pas du tout ergonomique. Voilà, quand vous allez sur les sites pour déclarer vos trucs, vous ne comprenez rien. Donc voilà, pourtant je me dis, là, j'ai eu un bac plus 5, mais je capte rien. Donc il faut quand même s'approcher, demander conseil, aller demander aux voisins. Donc voilà, petite parenthèse, mais qui est très importante quand même. Merci. Oui, il faut savoir que la production de vin, même si ça reste un aliment, c'est aussi de l'alcool et que la production d'alcool est très réglementée en France. Donc voilà. Non, je voulais venir, donc on commercialise un produit avec des réglementations, mais il faut un peu de foncier pour le faire. On va commencer d'abord par Noémie. Noémie, le foncier, est-ce que c'était facile de le trouver? Alors, le foncier, au début, alors ça m'a semblé compliqué, d'autant plus que, en fait, avant d'être vigneronne, j'étais en charge de l'installation dans une cave coopérative. Et donc, j'accompagnais des projets, justement, de mise en lien entre les cédants, les repreneurs, les nouveaux qui arrivaient, qui voulaient s'installer, etc. Donc, je voyais bien la difficulté, quand même, de trouver, en tout cas, des terres en adéquation avec son projet. Et donc, voilà, comme un peu tout le monde, au moment où j'ai commencé à me dire je veux m'installer, j'ai cherché des terres qui étaient disponibles et puis voilà, des concurrences, etc. Donc c'était des choses pas faciles à vivre à ce moment-là parce que quand on a envie de démarrer, en fait, on est prêt là, ça y est, il faut qu'on ait notre projet. Donc pourquoi on ne l'aurait pas? Voilà, il faut accepter les règles du jeu, même si quand on est jeune, voilà, il y a quand même des critères voilà, favorisant l'installation. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu plusieurs projets qui me sont un peu passés sous le nez et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une vigneronne qui était justement dans cette coopérative où je travaillais, qui m'avait dit peut-être un an à l'avance, voilà, Noémie, je voudrais un jour, elle approchait de la soixantaine, un jour je voudrais vendre mes vignes. Et moi je lui ai dit, ok, pas de problème, je te trouverai quelqu'un, voilà. Et puis, un jour aussi je lui avais glissé, moi j'aimerais bien un jour devenir vigneronne. Puis elle est revenue me voir un an après, en pleine vendange. Elle me dit, écoute, faut que je te parle tout de suite. Alors je me suis dit, merde, j'ai fait une connerie. Et puis elle me dit, voilà, ça y est, j'ai réfléchi, je veux vendre, et c'est à toi que je veux vendre. Et là, je me suis dit, ok, mais il y a quoi, c'est quoi comme superficie, c'est quelle exploitation? J'étais jamais allée voir sur place. Et en fait, donc, elle m'a emmenée visiter et elle m'a dit, écoute, je sais de quoi tu parles, donc de pas grand-chose. Et elle m'a dit, je vais te laisser le temps. Je n'en parle à personne, en fait, que je veux te le vendre à toi. Elle n'avait pas de repreneur, pas d'enfant, voilà, pas de repreneur. Et elle était très contente de pouvoir, en fait, transmettre son vignoble à une femme vigneronne. Voilà, avec une petite famille. Et donc elle m'a dit, on prend le temps, construis ton projet, trouve un banquier et je t'attends. Donc voilà, ça c'était une chance, je pense, assez incroyable d'avoir cette situation. D'autant que, donc effectivement, j'ai eu presque un an pour convaincre effectivement une banque.
construire un gros pavé, on parlait d'études de marché, etc. Il n'y a personne pareil qui vous dira, il y a le centre de gestion qui m'a accompagné, mais je veux dire sur tous ces autres aspects de prouver votre motivation, et etc. Ça, il n'y a pas grand monde à part vos propres tripes, votre propre intérieur qui va être capable de faire. Donc il faut aller s'arracher un peu pour construire ce projet et expliquer comment vous allez vous y prendre. Donc ça m'a pris 1 an. On a fait la vente, et en fait j'ai eu cette grande chance aussi qu'elle reste travailler avec moi. En fait, donc je l'ai salariée pendant 6 mois après sur l'exploitation. Donc de janvier jusqu'au vendange, où on a taillé ensemble, voilà, on a fait tout ensemble pour qu'elle me transmette quelle parcelle était gélive, etc. Là, fais gaffe, il y a des mouillères, là, machin, voilà, donc ça c'était super. Et en septembre, elle m'a dit, les vendanges sont là, c'est à toi de jouer, maintenant débrouille-toi. Voilà, et donc du coup ça s'est lancé comme ça, mais c'était un peu le hasard, et aussi le réseau, quoi. Voilà, quand vous avez un projet, je pense qu'il faut en parler. Alors il faut faire gaffe à qui vous en parlez, parce que le foncier c'est précieux, on va dire, mais en tout cas il faut essayer d'en parler aux bonnes personnes, d'en parler à la SAFER, d'en parler à tous les acteurs, aux caves coopératives aussi qui peuvent avoir des personnes qui peuvent avoir envie de transmettre leur foncier. Voilà. Essayez d'en parler en tout cas aux personnes ressources. Émilie, sur un projet de néo-exploitant. Installez-vous tous en Viti. Est-ce que tu as eu On n'a pas du tout la même histoire. Nous, on a vraiment, pour moi, c'est la plus grosse difficulté de mon installation, c'était le foncier et l'urbanisme. Il a fallu à peu près 3 ans pour finaliser l'installation, parce qu'effectivement, n'étant pas de Gironde, mon mari citadin, on est situé au cœur des Sauternais, Graves, donc avec des terres viticoles exclusivement. Et on ne voulait pas quitter ce secteur puisqu'on avait déjà commencé une mini-implantation. Par conséquent, on a tenu bon, mais ça a été très très long. Alors on n'a pas renoncé, mais je pense qu'il aurait été nécessaire que ce soit plus rapide. Donc bien entendu, comme Noémie, je vous incite à faire appel à vos réseaux, mais faut-il encore en avoir? Je trouve cette période de recherche de foncier beaucoup trop difficile. Alors aujourd'hui, je pense que vous pouvez davantage être aidé par les communes que ce qu'on était aidé il y a 10 ans. Vraiment, puisque moi j'ai passé mon BPREA 2013, donc vous voyez, c'était pas hier. Et à l'époque, tout le monde s'en foutait. Exploitation et un élevage de volailles au cœur des Graves sans aucun intérêt pour personne. Donc effectivement, on n'était pas bien vu, même pas bien vu, c'est que ignoré plutôt qu'autre chose. Donc il a fallu trépigner. Et après, on a malheureusement trouvé une première exploitation sur laquelle on a essuyé une annulation de permis de construire, parce qu'il y a aussi cette partie-là en termes d'urbanisme. Là, il y a des pontes à la Chambre d'agriculture, n'hésitez pas à vous en servir, parce qu'effectivement, pas facile l'urbanisme. Donc si on achète une terre qui n'est pas agricole, qui est en nature, c'est pas facile. Si on achète avec des voisins, c'est pas facile non plus. Donc faites attention si vous êtes en élevage ou en... l'élevage, c'est pas facile de s'installer. Installez-vous le plus loin des communes. Voilà. Mais on y est parvenu, je pense que vous aurez moins de difficultés que nous, du moins je vous le souhaite. C'est qu'aujourd'hui, avec une pyramide des âges au niveau des agriculteurs en Gironde et dans d'autres départements, qui tourne autour de 55-57 ans, et dans les 10 ans à venir, il va y avoir énormément de gens qui vont arriver à la retraite, qui sont en activité. Donc, des exploitations vont se céder, ça peut être des grandes exploitations, ça peut être des très petites... Il y a peu de très petites exploitations. Et ce que cherchait Émilie, finalement, c'était un site relativement petit par rapport à la taille moyenne des exploitations. Tu as raison, on était en concurrence en fait. On n'était pas en concurrence avec d'autres exploitants agricoles. Déjà, on n'avait pas de thunes, donc on pouvait rien dépenser. Et après, surtout, on était en concurrence avec des gens qui avaient 1 ou 2 chevaux et qui cherchaient une maison. Donc en fait, on n'était même pas en concurrence face à d'autres agriculteurs. On était en concurrence avec des gens qui avaient un peu de pognon, qui voulaient juste mettre leurs 2 chevaux dans un champ, quoi. Parce que nous, notre recherche a été 2 à 6 hectares, avec un bâtiment, voire pas. C'était vraiment, on cherchait rien de précis en fait.
Sauf qu'on avait une zone géographique, nous qu'on appelait les zones de chalandise, parce qu'on avait déjà nos rôtissoirs qui tournaient un peu, donc voilà, et on ne pouvait pas aller trop loin. Et ça, il faut savoir aujourd'hui que c'est les biens les plus prisés, les plus recherchés pour le loisir, donc, notamment pour le loisir. Donc ça se retrouve en compétition avec les très petites exploitations pour les néo-exploitants, les néo-agriculteurs. Eric et Sylvie, vous qui avez un regard extérieur, comment on peut se sortir de ces difficultés-là? Se sortir de ces difficultés, c'est anticiper, savoir anticiper, toujours avoir une longueur d'avance pour pouvoir passer les écueils s'il y en a. Voilà, la curiosité aussi, savoir se servir, alors on l'a dit à plusieurs reprises, mais savoir se servir des personnes ressources, des réseaux, c'est très important. Je le redis encore, l'agriculture, c'est la seule activité où vous pouvez être aussi aidé. Ça n'existe pas dans le commerce, ça n'existe pas dans l'artisanat. Donc voilà, vous avez la chance d'avoir tous ces partenaires et il faut s'en servir. Voilà, donc anticiper, curiosité, voilà, et toujours plus loin. Sylvie? Pour compléter, je dirais qu'il faut savoir se former. Et s'informer pourquoi? Parce que la réglementation elle évolue tout le temps, donc vous ne maîtriserez jamais tout. On a un bon exemple avec la PAC qui tous les 5 ans est réformée et c'est tout qui est réformé. Là notamment, c'est pareil pour les aides à l'installation, on est dans une réforme totale. Donc ce que l'on savait, on n'a plus connaissance, on peut l'oublier. Se former, pourquoi? Parce que lors des formations, c'est un lieu d'échange, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont pouvoir discuter avec vous, vous allez pouvoir échanger sur vos problèmes, imaginer d'autres perspectives éventuellement. Vraiment, la formation et l'information sont 2 éléments très importants. Ça vous permet de ne pas rester seul aussi, d'être en dehors de votre exploitation et de voir autre chose. Merci. Après, oui, pardon, pour compléter, je dirais peut-être que ce qu'il est important aussi, c'est lorsque vous vous installez, vous réalisez une étude économique. Et l'idée, même si Noémie ne me contredira pas, on ne suit jamais vraiment son étude économique, puisqu'il y a plein d'imprévus, mais en tout cas, c'est votre fil conducteur. Et dès que vous vous apercevez qu'en fait, il y a une déconnexion entre ce qui était prévu et ce que vous réalisez, là, ça doit être votre seuil d'alerte. C'est-à-dire qu'il faut dire, mince, pourquoi ça ne marche pas comme je voulais? Alors si c'est si c'est plutôt positif, tant mieux, mais si c'est des difficultés qui apparaissent, c'est là qu'il faut s'alerter et de suite en amont, il faut aller voir vos partenaires, aller voir la banque, dire voilà, là ça ne va pas passer, j'ai besoin d'un court terme. Il faut toujours anticiper. C'est pas une fois que les difficultés sont là qu'il faut réagir. Donc ça, je pense que c'est très important. Et c'est vrai que pour ça, il faut s'entourer. On le répète beaucoup, il faut s'entourer des bonnes personnes, des ressources. C'est vrai que les conseillers, les experts comptables sont là ici pour vous alerter dès qu'il y a des soucis sur votre projet, c'est même plus des projets, c'est dans la réalité, c'est du concret, sur votre exploitation. Donc il faut vraiment créer des seuils d'alerte, des indicateurs, et dès qu'on est dans le rouge, il faut essayer de surmonter ça. Si je peux rajouter un mot, et ça fonctionne, oui. Moi je préfère que vous veniez nous voir et nous poser une question qui vous paraît sotte, plutôt que de ne pas la poser du tout. Quand vous rencontrez une difficulté, il y a toujours une raison. Après, est-ce qu'elle est légitime, illégitime? On n'a pas à apporter un jugement sur ça, mais on a besoin d'avoir les explications. Quand on a les explications et que c'est anticipé, comme le disait Sylvie, mais à 99%, on est en mesure de vous faire passer ce cap compliqué. Merci, merci à tous les deux. Du coup, Noémie et Émilie, rapidement, est-ce que de qui vous êtes entourés? Oui, t'es pas grave, t'as pris pour meubler en fait. Est-ce que vous êtes entourés, par qui et comment? En tout premier, par ma famille, voilà, ça c'est indéniable. Mon mari qui est vraiment un soutien
à 1000%. Je suis entourée aussi je suis entourée parce que j'ai voulu être entourée, mais typiquement par les jeunes agriculteurs, parce que c'est bien aussi de pouvoir s'intégrer dans un réseau où on rencontre des gens qui ont des problématiques soit identiques aux nôtres, soit nous parlent d'autres choses, et ça nous fait du bien aussi d'aborder d'autres sujets. Je suis très entourée par aussi bien mon centre de gestion, donc, qui est le Ségara, par ma banque et le Crédit Mutuel, et par mon conseiller commercial dont je vous parlais dans la petite vidéo. Donc ça, c'est vraiment mes 3 piliers dans mon exploitation. Et après, il faut savoir aussi, quand on parle d'être entouré, de se faire sa petite équipe. Voilà, donc je compte aussi beaucoup sur... j'ai 3 salariés maintenant, donc je compte sur mes 3 salariés. Et puis des prestataires aussi que j'ai. Il faut apprendre à déléguer aussi certaines tâches de production pour pouvoir faire du commerce et de la gestion d'entreprise aussi. Voilà. Merci. Alors, moi j'ai des vieux emmerdeurs. Les vieux emmerdeurs, c'est les vieux retraités qui font chier les entreprises et qui disent mais là, ils ne devraient pas faire comme ça. Et c'est vrai que ça nous a énormément aidé pendant la construction du bâtiment, pendant même après, la bienveillance de certains, des anciens, m'aide jour après jour. Et quand je leur dis tu te rends compte ça, machin, mais oui mon petit chéri, nous aussi on vit ça et c'est pas grave, t'en vivras d'autres, ça permet de faire retomber la pression qu'on peut subir chaque jour. Donc je vous incite à écouter les anciens en fait. Et bien entendu, comme Noémie, et vous le verrez vous aussi, c'est que notre famille est essentielle, parce que c'est vrai que vous allez avoir de grosses journées. Et les amis, à 10h du soir, vous n'allez plus les voir, mais par contre, votre famille sera toujours là, quoi. Et là, c'est formidable, parce que ils seront d'un soutien sans faille. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, l'installation, c'est du coup un produit qu'on vend, un produit qu'on produit puis qu'on vend, quelque chose qui arrive à se vendre. C'est faire face aux difficultés réglementaires, faire tout ça sur du foncier et faire ça entouré de gens pour arriver à s'en sortir et pas s'emmurer chez soi. Alors là, on avait 2 témoignages de personnes hors cadre familial. Il y a une difficulté qui est très importante dans les installations en cadre familial, qu'il y a moins en hors cadre. C'est la communication intergénérationnelle qu'il peut y avoir. Moi, je m'attache beaucoup à ce que, pour moi, quand un jeune s'installe, il ne faut pas que ça soit le fils d'eux. Ou que ça reste le fils d'eux trop longtemps. Il est important de faire sa place aussi, et c'est aussi une des difficultés qu'on n'a pas pu citer puisque vous l'avez pas rencontré. Du coup, sur ces mots, je vais laisser place aux questions, et n'hésitez pas à avoir des questions. Je vois déjà une main qui se lève.